Bienvenue à tous pour ce premier webinaire du cycle des rendez-vous R&D de Tram sur la haie. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que cette séquence va être enregistrée et sera ensuite diffusée par la suite. Donc n'hésitez pas à éteindre vos caméras et pensez surtout à couper vos micros pour le bon fonctionnement de ce temps ensemble. Vous pourrez bien sûr poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Ma collègue Anne-Gaëlle se chargera d'animer vos échanges. Et nos intervenants, voire nous-mêmes, essaieront d'y répondre au fur et à mesure. Et bien sûr, nous aurons un petit temps après chacune des interventions pour revenir sur les questions qui n'auront pas été résolues. Alors, je me présente. Je m'appelle donc Sandra Delaunay, donc je suis chargée de mission services environnementaux à Tram et j'accompagne depuis l'émergence de leur projet les membres de Carab et Canopée dont vous allez pouvoir découvrir un témoignage en fin de matinée. Alors rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas Tram, donc Tram c'est une association nationale de développement agricole qui est reconnue ONVAR, donc organisme national à vocation agricole et rurale. Et nous accompagnons les collectifs agricoles, mais aussi les acteurs de leur territoire pour accélérer les transitions à travers 4 grandes thématiques que sont les transitions agroécologiques, les transitions alimentaires, les transitions organisationnelles et humaines, et bien sûr les valorisations des externalités positives. Et Tram, c'est également un centre de ressources. Vous pouvez trouver d'ailleurs toutes nos ressources produites dans ce centre qui est en ligne. Et nous sommes également un centre de formation. Nous formons les facilitateurs des transitions, que ce soit des agriculteurs responsables de collectifs, des animateurs, des conseillers, voire même parfois des élus. Alors peut-être pour resituer un petit peu ces rendez-vous R&D, depuis 2022, ces rendez-vous qui ont été imaginés à la demande de nos adhérents sont ouverts à tous. Ils ont pour ambition d'explorer des thématiques innovantes et puis de nourrir la réflexion de tous les actifs agricoles et acteurs agricoles. On a notamment pu aborder par exemple le carbone, les services environnementaux et encore récemment l'année dernière la comptabilité de 3 capitaux. Et nous avons choisi cette année de nous intéresser à la haie, un sujet résolument innovant. Alors, mais pourquoi ce choix de sujet? Alors, peut-être, j'ai peut-être pas besoin de vous le rappeler, mais la haie est encore trop souvent mal perçue ou vue tout simplement comme un simple élément du paysage, et pourtant, elle peut jouer un rôle crucial dans la résilience des exploitations. Donc, face aux nombreux défis, que ce soit du changement climatique, de l'érosion des sols, de la perte de biodiversité, les haies, à condition d'être gérées durablement, offrent des solutions naturelles qui vont renforcer nos systèmes agricoles, mais aussi les territoires. Vous allez ainsi découvrir, là, au cours de notre cycle de webinaire, tout leur potentiel économique, environnemental et social. Et vous verrez qu'elles répondent à bien des enjeux. C'est pourquoi nous avons proposé ce cycle de 2 webinaires. Le premier, celui d'aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment à la gestion durable des haies. Et dans un deuxième temps, le 19 décembre, on se retrouvera pour aborder la question de la valorisation des haies. Ce cycle de webinaire vous est proposé avec le soutien donc, du ministère de l'Agriculture dans le cadre de notre programme de développement agricole et aussi dans le cadre de notre collaboration dans le cadre du projet Interombar Label Haie porté par la FAC, dont Maxence aujourd'hui est le représentant. Voilà. Donc nous devions avoir 3 intervenants aujourd'hui pour ce premier webinaire. Malheureusement, Christophe, l'agriculteur de Carab et Canopée, ne pourra pas être présent avec nous en direct. Mais j'ai 2 bonnes nouvelles parce qu'on a réussi in extremis à enregistrer son témoignage hier en vidéo. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que nous avons derrière l'écran la Karine qui est avec nous, qui est également agricultrice de Carab et Canopée et qui pourra répondre à vos éventuelles questions. Donc, ensuite, là, Maxence va vous faire une rapide introduction du contexte aujourd'hui autour de la haie. David nous présentera ensuite les intérêts de la haie et les enjeux de sa gestion durable. Puis, Maxence pourra nous présenter les outils qui vont permettre d'accompagner ce changement vers la gestion durable. Et nous aurons ensuite la possibilité d'entendre Christophe, voilà, qui nous fera part de son retour d'expérience.
Maxence, si tu veux bien, je te passe la main et je te laisse nous exposer les principaux éléments de contexte actuels aujourd'hui autour de la haie. Eh bien, merci Sandra. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Maxence Bell, chargé de projet au sein de l'AFAC Agroforesterie. L'AFAC Agroforesterie, c'est une association nationale qui travaille et qui œuvre pour la préservation, la conservation des haies et des arbres agricoles euh, sur tout le territoire français. Merci au réseau Tram et bravo d'avoir choisi le sujet de la haie et de sa gestion et sa valorisation pour vos rendez-vous recherche et développement. On partage la pertinence évidemment de ce sujet pour ces deux webinaires. Alors, je vais vous présenter un petit peu le contexte des haies en France. On est aujourd'hui sur un contexte d'érosion massive du linéaire de haies en France depuis l'après-guerre. On constate que 70% des haies du territoire ont disparu donc depuis 1950. Vous pouvez le constater sur les photos aériennes et vous pouvez le faire également sur vos territoires respectifs. En comparant les images des années 50-60 à celles d'aujourd'hui, vous pourrez euh, la majorité du temps constater qu'il y a une disparition des éléments linéaires de haies, d'arbres isolés sur tout le territoire. Ce phénomène, on a constaté qu'il s'accélérait, c'est-à-dire que lors d'une récente étude, on a obtenu le chiffre de 23 500 km de haies qui disparaissent annuellement en France sur la période 2017-2021, tandis que sur une période précédente, 2014-2017, ce phénomène d'érosion n'était calculé qu'à hauteur de 11 500 km, ce qui amène à penser que ce phénomène s'accélère et qu'il ne va pas dans le bon sens. Donc, on constate une accélération de l'érosion avec, en plus, sur le linéaire de haies existant, un état dégradé, un état dépérissant des haies qui sont restantes sur le territoire. Alors, ce phénomène d'érosion et cette dynamique qui ne va vraisemblablement pas dans le bon sens, elle s'explique à travers quatre phénomènes que je vais vous détailler juste après. La dégradation peut intervenir à plusieurs niveaux, c'est-à-dire soit à travers ce qu'on appelle donc le vieillissement, la sénescence des arbres, c'est ce que vous voyez sur la photo en haut à gauche. Euh, la haie, il faut savoir que c'est un linéaire d'arbres qui est nécessairement euh, encadré, entretenu, géré par l'homme. Donc sans intervention, ça a tendance à disparaître. Et puis, il y a aussi des entretiens mécaniques qui sont dits dégradants, qui impactent le végétal et qui favorisent leur disparition à travers une dégradation, souvent via les outils mécaniques. On a aussi des cas de destruction volontaire, avec des arrachages, ou la surexploitation, qu'on appelle le pillage des haies. Donc, ce sont les deux photos que vous voyez en bas à droite. Donc, chaque année, en France, on constate que 23 500 km de haies disparaissent à travers ces quatre phénomènes de disparition, vieillissement, arrachage, surexploitation ou entretien mécanique dégradant. 23 500 km de haies qui disparaissent chaque année, c'est un chiffre qui a été constaté récemment et on s'est rendu compte que ce phénomène de disparition s'accélérait. Les derniers chiffres que l'on avait jusqu'alors étaient plutôt de l'ordre de 11 500 km. Donc ça montre que la tendance est quand même à une poursuite de cette dégradation, de cette disparition. Euh, il y a plusieurs moyens pour contrebalancer cette tendance qui n'est pas joyeuse. Il y a plusieurs moyens. Donc, il y a planter, reconstituer le capital. Ça peut être planter des nouvelles haies, ça peut être favoriser la régénération naturelle de celles-ci. C'est deux méthodes de réimplantation des haies. Et donc, on table sur des objectifs très ambitieux de l'ordre de 25 000 km par an d'ici 2050. On en est loin, il faut encore redoubler d'efforts pour atteindre ces chiffres. Mais ce serait des objectifs de reconstitution de capital qui seraient intéressants à atteindre. Et puis,
on peut aussi travailler sur l'existant. On a un certain pourcentage de linéaire de haies, 80%, qui est dégradé, dépérissant, sur lequel on peut travailler sur des méthodes de restauration et d'amélioration de la gestion, et d'aller vers la gestion durable. Donc ça, pour nous, il y a un grand, grand enjeu à aller sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est technique et qui remet le travail de l'agriculteur, du gestionnaire, au cœur de la problématique et de la solution. La haie, elle est au cœur d'un ensemble de politiques publiques et elle est reconnue, voire protégée par plusieurs dispositifs. Vous avez à l'image là l'ensemble des dispositifs les plus marquants qui encadrent et soutiennent la haie. Donc, nous avons évidemment la politique agricole commune, avec notamment une annonce récente d'il y a moins de 10 jours, allez, 15 jours, de la nouvelle ministre de l'Agriculture qui a évoqué le fait que le bonus haie passerait de 7 euros l'hectare à 20 euros l'hectare. Donc un levier considérable pour revaloriser la place de la haie au sein des exploitations agricoles. On a également le pacte en faveur des haies qui a été mis en place il y a quelques années, pour lequel il y a eu des ambitions fortes à son démarrage. Et malheureusement, on a constaté récemment une baisse du budget alloué à ce pacte de l'ordre de 70%. Donc c'est quelque chose qui est déplorable selon nous. Il faut poursuivre les efforts et puis les ambitions qui avaient été mis en place. Donc la fac agroforesterie s'est engagée là pour mobiliser nos responsables politiques pour maintenir le haut niveau d'ambition du pacte en faveur des haies. On ne peut pas se permettre, sur des sujets aussi sensibles et structurants, de faire des allers-retours de politique. Il faut avoir un continuum, une continuité d'action et d'ambition à ce sujet-là. Mais la haie est aussi considérée dans tout un tas de stratégies, comme la stratégie nationale bas carbone, dans la mesure où l'arbre capte du CO2, une stratégie de mobilisation de la biomasse, de ressources durables, dans les fonds chaleur pilotés par l'ADEME. Dans vos régions respectives, il y a euh, euh, partie de la chaleur qui provient du réseau des haies et pas seulement celui des forêts. Mais c'est également sur des enjeux environnementaux et liés à la biodiversité à travers les mesures agro-environnementales et à travers plus récemment les PSE, paiements pour services environnementaux, qu'on verra plus dans les prochaines interventions. En gris, vous avez aussi la LOA et puis l'affichage environnemental qui sont là des mesures qui doivent encore se renforcer. C'est pour ça qu'on les a laissées en gris. Euh, Voilà pour le contexte des politiques publiques. Merci Maxence pour tous ces éléments. Ce que je vous propose, moi je ne vois plus du tout mon écran. Je me suis mal débrouillée ce matin pour avoir deux écrans. Anne-Gaëlle, est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu des questions dans le chat, s'il y a déjà des échanges? Il y a On prend une juste 5 question. minutes. Ok, Oui, merci. il y a une question qui, alors je la fais un peu en raccourci, mais c'est verra-t-on le ralentissement de la disparition dans les années à venir des haies grâce aux politiques menées? Eh bien, c'est tout ce qu'on peut espérer. Et je ne peux pas le dire aujourd'hui pour l'avenir, mais c'est tout ce qu'on peut espérer à travers nos politiques de revalorisation. Et c'est un petit peu l'enjeu des deux webinaires qu'on va vous présenter là. C'est de montrer que l'arbre, que la haie a sa place au sein des exploitations agricoles et qu'on pense que c'est en revalorisant cette haie qu'on va permettre de la maintenir. Euh, donc, alors, ah oui, je vois la question. C'est tout l'enjeu. En tout cas, vous dire que dans ce contexte de disparition de 23 500 km de haies par an, le poids de la plantation est de l'ordre de 4 000 km par an, c'est-à-dire assez peu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire avec la plantation. Il faut, et c'est pour ça, c'est un des messages que porte la fac agroforesterie et son réseau, c'est de dire que l'effort doit également aller vers le maintien et la valorisation de l'existant. Tout ne peut pas aller dans la plantation et dans la réimplantation. On peine à arriver à 4000 km par an avec des efforts considérables. Il faut aussi nous attacher et nous concentrer sur les haies existantes
et l'amélioration de leur état de santé. Je pense que c'est notamment ce que va nous présenter David par la suite. Tout à fait. Ben, merci Maxence. Tu fais ma transition parce qu'effectivement, planter ne suffit plus. C'est ce qu'on entend là depuis ce début de webinaire. David, je te laisse te présenter et puis ensuite, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle David Roland. Je suis chargé de mission Habitat et Biodiversité à la Fédération départementale des chasseurs des Côtes d'Armor. Je suis également donc membre du conseil d'administration de la fac agroforesterie et je suis référent régional pour le déploiement du label haie, donc un outil qui sera présenté tout à l'heure par Maxence et qui reconnaît justement la gestion durable au sein notamment des exploitations agricoles. Je peux dérouler, Sandra. C'est en cours. Donc la haie aujourd'hui, c'est de notoriété, hein, remplit un certain nombre de services écosystémiques. Donc on connaît son efficacité en matière de régulation des flux hydrauliques, on connaît son efficacité en tant que réponse à l'érosion des sols, on connaît son efficacité dans la captation de carbone, hein. Le bois, eh bien, enfin le carbone, c'est notamment, ça se traduit par du bois. Donc cette production de biomasse qui permet justement de répondre aussi aux enjeux climatiques. En introduisant la troisième dimension, eh bien, les haies optimisent la capacité d'accueil des paysages pour l'accueil de la biodiversité qui globalement est en très fort déclin au national. En agroécologie, la haie est de mieux en mieux intégrée en fait dans les systèmes agricoles, hein, et elle est reconnue pour fertiliser les sols, pour accueillir aussi une biodiversité réputée auxiliaire de culture, hein, des pollinisateurs ou encore des prédateurs de ravageurs de culture. Au niveau du maintien des paysages aussi, la haie eh bien, permet de maintenir un cadre de vie et des paysages justement fonctionnels et agréables. Donc, sous la forme de boutade, comme je dis parfois, il ne viendrait pas forcément à l'idée d'aller passer ses vacances en Beauce. Bah, mine de rien, les paysages bocagers sont des paysages aussi où le tourisme rural est une réalité. Alors, tous ces services écosystémiques eh bien, sont assurés, photo suivante, donc à condition que la haie soit en bon état écologique. Je peux dérouler, Sandra? Ouais, mais j'y suis pourtant. Il y a un peu de latence. Voilà, donc Ah, des haies en bon état écologique. Et aujourd'hui, donc la plupart des haies en fait sont assez malmenées en fait. Et aujourd'hui, donc sous prétexte de vouloir les tenir au gabarit, nous y reviendrons. Eh bien, elles font l'objet d'une pression d'entretien, souvent avec des outils inadaptés et avec une récurrence un petit peu trop fréquente. C'est-à-dire qu'une épareuse ou un lamier, comme les deux photos de gauche, ou du maintien au gabarit, comme cette haie taillée sur trois faces à coup d'épareuse en bas, ou cette haie donc conditionnée à coup de lamier, plus un passage d'épareuse sur la partie basse au centre, ou cette haie à droite qui souffre d'un entretien de son pied à coup d'herbicide, et bien forcément, toutes ces pratiques bien, sont impactantes pour la haie et ont pour conséquence d'affecter en fait les services écosystémiques qu'on attend d'elle. Photo suivante. Donc, aujourd'hui, si on veut restaurer ou maintenir une haie en bon état écologique, eh bien, il faut revoir les pratiques. Alors, encore faut-il pouvoir caractériser ce qu'est une haie en bon état écologique. Donc, aujourd'hui, donc, différents tests et analyses ont permis de la caractériser justement. Et donc, une haie en bon état écologique, c'est une haie avec une embase large. Donc, l'embase, c'est la façon dont la haie est implantée sur le sol. Plus on laisse de la place à cette haie, mieux elle assurera justement les services. Et si cette embase en plus si cette haie est implantée sur un talus, eh bien ce sera que mieux. De part et d'autre de la haie, et ça c'est important de le concevoir, c'est que cette haie en fait doit être agrémentée d'une bande enherbée à son pied. C'est-à-dire même si la haie c'est un ensemble, on va dire, d'éléments ligneux, enfin comment dirais-je, de végétation ligneuse linéaire, eh bien, la végétation herbacée que nous aurons de part et d'autre de la haie est un compartiment qui est partie intégrante de cette haie et assure un rôle majeur, notamment dans l'accueil de la biodiversité ou en matière aussi de régulation, notamment hydraulique ou de protection des sols. Cette haie, donc forcément, cette bande enherbée, plus elle sera large, mieux ce sera. Une bonne largeur de canopée, donc si on peut concevoir et accepter
haie soit contenue dans sa largeur, sur une certaine hauteur, hein, au risque d'y accrocher un rétro ou d'abîmer une cabine d'engin agricole, au-dessus, il faut lui laisser et lui permettre de développer une bonne largeur de canopée. Donc la canopée, hein, c'est l'ensemble des branches, qu'on appelle aussi le houppier. Et c'est cette largeur de canopée qui va aussi permettre de maintenir un microclimat, notamment favorable à l'accueil de toute la biodiversité qui sera liée à l'arbre ou à l'ambiance forestière. Beaucoup d'espèces, en fait, ce qu'elles recherchent dans la haie, c'est une ambiance avec donc un microclimat avec plus de fraîcheur, plus d'ombrage, moins de vent et plus d'humidité notamment. Une densité, une continuité dans les étages, donc c'est important d'avoir de la végétation ligneuse en fait du sol à la cime des arbres et d'avoir, nous serions en forêt, on parlerait de strates, donc d'avoir vraiment une strate arbustive basse, une strate arbustive haute, une strate arborescente, vraiment continue et d'assurer cette continuité verticale en fait qui est chère à de nombreux taxons. Beaucoup d'espèces, par exemple des araignées, tous les jours, hein, partent du sol, chassent à la cime des arbres, se laissent tomber et recommencent. Certains passereaux, comme par exemple le pouillot véloce, une petite fauvette qu'on très fréquente dans nos bocages, sera présente dans la haie à condition d'avoir un étage bas exubérant où elle pourra nicher et des étages supérieurs fournis où elle pourra s'alimenter. Donc c'est important d'avoir cette continuité verticale et également une continuité horizontale, au sens un petit peu de la trame verte, hein, de restaurer ce qu'on appelle ou de maintenir des continuités écologiques. Hein. C'est un rôle qu'on attend de la haie, hein, la haie comme corridor de déplacement pour les espèces. Eh bien, il faut une continuité en fait entre tous les étages et que toutes les haies soient connectées entre elles. Cette haie, en même temps, il faudra qu'il y ait un bon étalement des âges, c'est-à-dire que lorsqu'on exploite, par exemple, des arbres matures, il faut s'assurer que derrière, il y ait des jeunes arbres ou des cépets rajeunis pour assurer une durabilité dans cette couverture ligneuse de la haie. Dans cette haie aussi, on essaiera de maintenir une bonne diversité des essences. Donc ça, c'est une règle un petit peu en écologie qui est que plus on a de diversité végétale, plus on a de diversité animale. Donc avoir une multiplicité des essences présentes à l'échelle d'une haie permettra de démultiplier encore la capacité d'accueil de cette haie. Et ces arbres, si on les laisse vieillir, on verra apparaître des micro-habitats qui seront, déterminants pour accueillir des espèces souvent rares et menacées. Mais bon, un arbre vieillissant commencera à présenter des cavités, à présenter aussi du bois mort et qui sera essentiel à la survie de beaucoup d'espèces. Donc voilà un petit peu la caractérisation d'une haie en bon état écologique. Et donc cette haie, elle est insérée dans un maillage de haies suffisamment dense, bien placé et connecté entre elles. Donc ça, c'est absolument essentiel que toutes les haies soient connectées pour assurer les continuités écologiques. Donc là, à l'écran, vous visualisez des haies en bon état écologique, donc différents faciès, différentes typologies, hein, selon les régions, selon la nature des arbres qui la composent. Forcément, on a différentes physionomies, mais à l'écran, vous avez ici des haies en bon état écologique. Au suivant. Donc la gestion, en fait, ce bon état, il va être déterminé par la gestion durable. Et cette gestion, elle est réellement durable si elle correspond aux exigences physiologiques et naturelles de l'arbre et de la haie. Il ne faut pas oublier qu'un arbre, c'est un être vivant qui, pour pouvoir notamment respirer, on doit lui maintenir une certaine surface et un certain volume de feuilles. Et donc, forcément, lorsqu'ils subissent une pression de taille trop forte, on affecte leur capacité de respiration. Donc, avoir des pratiques qui soient vraiment adaptées à maintenir cette physiologie. Si la gestion est durable, si elle se différencie en fonction des types morphologiques des arbres et des arbustes, donc selon la forme des arbres, selon qu'ils sont traités en CP ou selon qu'on a affaire à des arbres de haut jet, forcément, on appliquera des modalités de gestion sylvicole différentes. La haie aussi, donc comme je l'ai dit un petit peu en préambule, elle assure un certain nombre de services, hein, à tel point qu'on la considère aujourd'hui comme un peu un couteau suisse des services écosystémiques. Cette gestion sera réellement durable justement si les efforts de gestion ne sont pas orientés vers un seul service. Aujourd'hui, on ne gère pas une haie pour la préservation de la ressource en eau, pour protéger les sols ou pour de la biodiversité, ou encore produire du bois pour en tirer un revenu et se chauffer. Non, on gère une haie et un bocage pour tout ça en simultané et avoir vraiment une approche multifonctionnelle et le traiter dans sa globalité.
On interviendra à différentes échelles de gestion, donc à l'échelle de l'arbre, à l'échelle de la haie, à l'échelle de l'exploitation agricole, puis à l'échelle aussi de l'exploitation agricole insérée dans un paysage. Donc, à ces différentes échelles d'action, nous devrons mener des actions qui permettront de garantir en fait la fonctionnalité. On s'inscrit dans la durée. Un arbre, eh bien, ça pousse un petit peu plus lentement qu'une culture céréalière. Donc, évidemment, eh bien, il faut permettre de s'adapter à cette temporalité lente et donc permettre aux arbres, leur laisser le temps de s'exprimer, de se développer, justement, eh bien, assurer aussi les services attendus. Lorsqu'on entame des modalités de gestion, on applique ces modalités à toutes les haies d'une exploitation et qui seront gérées par le gestionnaire. Ne pas perdre de vue qu'aujourd'hui, 80% des linéaires de haies en France sont gérés par les agriculteurs. Au suivant. Donc aujourd'hui, malheureusement, souvent les modalités d'intervention qui sont appliquées à la haie ne sont pas des modalités de gestion durable, mais ce sont des actions simplement qui ont pour objectif de contenir en fait l'emprise de la haie et de les tenir ce qu'on appelle au gabarit, donc de contenir leur largeur. Et souvent, on utilise des outils. Ici, il y a l'exemple avec le lamier, mais on aurait pu mettre une photo des pareuses, par exemple, ou d'autres aussi outils qui sont souvent mal utilisés, pas forcément adaptés à l'arbre et souvent utilisés de manière trop appuyée et trop récurrente. Donc aujourd'hui, il faut appliquer des modalités sylvicoles de gestion qui soient plus respectueuses de l'intégrité de l'arbre. Alors globalement, en fait, les haies, pour synthétiser, rendent donc un certain nombre de services écosystémiques, écologiques, à condition d'être en bon état écologique. Ce bon état est garanti par des modalités de gestion durable adaptées. Donc, forcément, ça mobilise de la connaissance en sylviculture et si on a une bonne répartition des haies dans les paysages. Et si on met en place ces applications, eh bien, on garantira les services, etc., etc. C'est-à-dire que le cercle vertueux s'opère. Donc malheureusement, tout à l'heure, Maxence l'a dit un peu en préambule, eh bien, les paysages ont évolué depuis à peu près les 70 dernières années, et donc au gré un peu de l'intensification de l'agriculture, en lien avec le développement notamment de la mécanisation, eh bien, les parcelles se sont agrandies. Elles se sont agrandies au détriment justement des éléments de naturalité présents dans nos paysages, et notamment au détriment des linéaires de haies. Ici, juste de représentation avec un paysage avec une densité de 20 mètres linéaires hectares, où là, on observe forcément dans ces pays-là un certain nombre de dysfonctionnements environnementaux. À droite, à contrario, on a un paysage fonctionnel, on est sur une densité autour de 110 mètres linéaires hectares, on est sur des tailles de parcelles de 4 à 6 hectares, et donc comment dirais-je, un degré d'ouverture du paysage qui permet encore d'assurer un certain nombre de fonctionnalités. Donc juste ce petit visuel, vous pouvez vous amuser à faire les calculs, ne serait-ce que sur une feuille quadrillée. Eh bien, dès lors qu'on atteint un certain degré d'ouverture du paysage, notamment en deçà d'une centaine de mètres linéaires à l'hectare, eh bien là, on commence à observer des tailles de parcelles trop grandes pour justement assurer la préservation de l'eau, des sols, de la biodive, des microclimats, etc. Et notamment, à partir de ce seuil de 110 mètres, on a des parcelles trop grandes. À partir aussi d'un seuil d'une cinquantaine de mètres linéaires hectares, eh bien là, on commence aussi à observer une perte de connectivité, c'est-à-dire que la connexion que l'on se doit d'assurer dans nos paysages pour assurer notamment les déplacements des espèces n'est plus assurée à partir de ces seuils-là. Donc, on a un optimum autour de 140 mètres linéaires hectares, mais si déjà les paysages présentaient des densités autour de 100 mètres linéaires hectares, nous aurions quelque chose d'assurément fonctionnel et intégrateur de la préservation des services environnementaux. Diapo suivante. Alors, pour caractériser ça, jusqu'à présent, justement, on se contentait en fait de ne prendre en compte que des mètres linéaires hectares, donc qu'une approche basée sur la densité. L'INRA et le CNRS de Rennes, notamment, a démontré que selon l'ouverture des paysages, en fait, on a des communautés animales et végétales différentes. Donc, juste pour l'illustrer, à l'écran, on a un paysage, vous voyez, avec un bocage très dense à gauche, où on se rend compte que les espèces de coléoptères carabiques forestiers sont encore présents en abondance dans ce paysage, et à contrario, à droite, un paysage beaucoup plus ouvert, qui présente des haies, mais où
ces écotypes ont disparu. On a des communautés carabiques, bon, c'est un groupe qui est utilisé comme modèle écologique, hein, eh bien, comme bioindicateur, eh bien, ne présente plus d'espèces forestières. Donc, ils ont essayé de comprendre eh bien, à quel moment on avait ce basculement et à partir de quel degré d'ouverture de paysage on percevait un peu ce changement de communauté. Et ils ont développé un outil notamment pour percevoir, donc ils se doutaient que c'était en lien avec le microclimat occasionné par la présence des arbres, et puisque les arbres ont des effets microclimatiques sur leur environnement, ils ont essayé de percevoir justement à partir de quel degré d'ouverture du paysage on observait ces dysfonctionnements microclimatiques ou ces changements de microclimat qui allaient également avoir en fait des conséquences sur la distribution des espèces. Et ils ont développé donc une nouvelle unité de mesure qu'on appelle le grain bocager. Donc je vous passe les détails, mais c'est un truc un petit peu de chercheur, hein, avec une formule longue comme ça, qui va intégrer notamment eh bien, différentes notions, notamment la densité, on ne peut pas s'en affranchir, la forme des parcelles, puisque selon la forme des parcelles, eh bien, l'arbre n'aura pas, comment dirais-je, des effets, aura des effets différents selon cette forme de parcelle. C'est-à-dire que la surface qui ne sera pas influencée par la présence des arbres sera supérieure dans une parcelle carrée par rapport à une parcelle rectangulaire, et prendra en compte forcément la largeur et la hauteur des éléments arborés, donc la hauteur, la largeur des haies, puisque plus la haie est haute, plus elle aura d'effets microclimatiques, notamment en lien avec les effets brise-vent et en lien avec l'évapotranspiration des arbres. Et donc, lorsqu'on lance un traitement informatique, on obtient en fait un indice, l'indice du grain bocager, qui va varier entre 0 et 1. 0, nous nous retrouverions en plein espace forestier, et 1, on se trouverait dans un paysage complètement ouvert et complètement dépourvu d'arbres. Et donc ensuite, on a produit ces cartes avec l'INRA, donc c'est un travail auquel j'ai collaboré, et où qu'on se trouve dans le paysage, on obtient une valeur, et en fait, on a identifié, nous, les classes de grains à partir duquel, en fait, les espèces forestières, que ce soit des coléoptères carabiques, de la flore ou des oiseaux, eh bien, à partir le seuil à partir duquel les espèces forestières disparaissent de nos paysages. Et donc, où la perte de fonctionnalité de la haie en tant qu'habitat temporaire permanent ou rôle de corridor écologique n'est plus assurée. Et donc, on a identifié ces seuils. Donc, à partir de 0,25 de valeur de grain, on a un paysage qui va être dégradé pour la flore. À partir de 0,35 de valeur de grain, on va avoir un paysage qui ne fonctionnera plus pour la flore, mais à partir de 0,35, voilà, qui ne fonctionnera plus non plus pour les coléoptères carabiques ou les oiseaux. Et puis au-delà, eh bien, on aura des paysages qui présenteront des dysfonctionnements, notamment en termes d'accueil de la biodiversité. Et donc ici, représenté sur la carte, là, on a ces jeux de couleurs. Donc en vert, on a des bocages présentant une valeur de grain inférieure à 0,35, donc fonctionnels notamment pour la faune. En jaune, on a une valeur de grain entre 0,35 et 0,45, donc un paysage qui est un petit peu en transition. C'est à partir de ce seuil-là qu'on a le basculement de changement de communauté dans nos paysages, donc là où il y a des efforts à faire pour reconquérir de la fonctionnalité. Et en blanc, eh bien, on a des paysages qui ont déjà perdu beaucoup de fonctionnalité, où là, il y a des gros efforts de reconstitution bocagère à faire. Et aujourd'hui, donc, c'est un outil qu'on utilise justement. Donc là, on y a positionné une exploitation sur ces valeurs de grain. Juste, tu peux revenir un petit poil. On y a positionné aussi les courbes de niveau et le réseau hydrographique. Et donc aujourd'hui, à travers, on a des outils qui nous permettent de faire du conseil d'aménagement avec les exploitants agricoles, en intégrant ici 4 dimensions écosystémiques qui sont la prise en compte des microclimats, la prise en compte de la distribution des espèces, donc un regard biodiversité, en y ajoutant, comme ici à l'écran, les courbes de niveau et le réseau hydrographique, eh bien, la préservation de la ressource en eau et la protection des sols. Et donc, à partir notamment de 4 fonctions majeures qu'on attend d'un paysage bocager, on peut faire du conseil de gestion. Donc, juste pour conclure, c'est que rapidement, David, parce qu'on est un petit peu en retard. Je conclus. Les haies assurent un certain nombre de services à condition d'avoir un bon état écologique et que ces haies soient inscrites dans une maille fonctionnelle. Il faut intervenir aux 2 échelles pour être efficace. Et je passe la parole à Maxence qui va vous présenter les outils pour nous aider un petit peu pour reconquérir ce bon état écologique notamment. Je vous remercie. Merci David. Peut-être avant, je ne sais pas si dans le chat, il y a eu des questions, Anne-Gaëlle. Non, il n'y a pas eu de questions sur cette partie.
Ok. Maxence a répondu sur une ou deux questions par rapport au MAEC, enfin, qui ont été posées après son intervention. Mais voilà, Maxence a tout répondu dans le chat. Et sur cette partie, pas de questions à l'écrit. Eh ben super. Donc, merci David. Donc, on a bien compris que planter ne suffisait plus et que pour que la haie rende ses nombreux services, eh ben, il fallait intégrer de la gestion durable. Il fallait qu'elle soit gérée durablement. Du coup, je vais poser la question à Maxence, mais comment on peut se saisir de cette gestion durable? Comment on s'y prend? Et je te laisse la main, voilà, pour nous expliquer tout ça et puis nous présenter les outils qui participent aussi à ce temps d'appropriation ou de réappropriation de la haie et sa gestion. Oui, merci. Eh ben, effectivement, c'est indispensable pour avoir une haie fonctionnelle d'avoir une haie qui soit gérée qui soit gérée d'abord et qui soit gérée durablement ensuite. Enfin, les deux en même temps, mais et c'est pas simple. Donc, les outils que je vais vous présenter, ce sont pas des outils qu'on attache sur le tracteur. Ce sont des outils qui nous servent pour planifier, connaître et avoir un référentiel sur ce qui pourrait être la bonne gestion, la bonne gestion durable des haies. Alors, voilà 3 outils que l'on a développés et mis à disposition au niveau du réseau AFAC Agroforesterie. Donc, il y a d'abord le PGDH, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit d'un plan de gestion durable des haies. Ce plan de gestion, il est là pour planifier, il est là pour programmer des interventions, ce qu'on appelle des travaux, qui vont permettre de planifier dans le temps les différentes interventions qu'on fera sur la haie de manière à... C'est-à-dire que la haie ne soit pas trop vieillissante. Et il y en a, j'ai eu un bug informatique là, mais tout le monde m'entend, c'est bon? Oui? Oui, c'est revenu, Maxence. Ok, Oui, c'est bon. ok, ça marche. Euh, donc, je disais, les interventions doivent être suffisantes pour ne pas que la haie soit sénescente, mais elles ne doivent pas non plus être trop importantes pour ne pas piller la ressource, décapitaliser la ressource en biomasse. Ça, c'est le PGDH. Il y a aussi un outil de connaissance qui est le guide de préconisation et de gestion durable des haies. Donc là, c'est plutôt une base scientifique et méthodologique qui va vous montrer à travers des schémas, à travers des photos, comment et pourquoi bien gérer les haies en fonction des typologies de haies. Donc cet outil-là, il est disponible en téléchargement sur le site de la fac et on va en voir juste après. Et puis enfin, un troisième outil qui est un outil qui va proposer un référentiel à travers une liste d'indicateurs, un référentiel, un label qui va venir certifier des pratiques de gestion durable, qui peut être utilisé notamment et particulièrement dans des secteurs où il y a une valorisation de la gestion durable des haies à travers soit la vente de bois, la vente de biomasse, soit à travers des dispositifs type PSE, qui vise à engager des gestionnaires, des agriculteurs dans une gestion durable. Mais comment on vérifie qu'ils ont une gestion durable? Eh bien, à ce moment-là, il y a un engagement dans un label et donc dans une série d'indicateurs. Voilà un peu les 3 outils que je vais vous présenter. Donc, on peut dérouler. Le plan de gestion durable des haies, il permet de répondre à toutes les questions qu'il y a dans les petites bulles que vous voyez à l'écran. Donc, il permet déjà de savoir quelles sont mes haies et qu'est-ce qu'il y a dedans. Souvent, les agriculteurs, ils ne savent pas forcément si cette haie elle est bien à eux ou à celle du voisin ou un peu les deux. En général, c'est déjà un énorme travail de savoir qui est à quoi, quelle haie est à qui. Ensuite, dans quel état elles sont? Ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a différents niveaux d'état des haies et donc de fonctionnalité. Et c'est important aussi de savoir quelle est la production de biomasse sur donc, combien de bois je peux produire par an sans piller ma ressource. Puisque c'est ça, l'enjeu de durabilité, c'est de ne pas trop intervenir. Est-ce qu'il y a la biodiversité dedans? Qu'est-ce que je peux faire avec ce type de haie?
qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire, parce que peut-être que toutes les haies ne sont pas à valoriser de la même manière en fonction des cycles d'accroissement, en fonction des essences de présentes, en fonction des enjeux de biodiversité. À quelle période dois-je intervenir? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça permet de planifier les travaux, on va voir ça juste après. Dans la diapo suivante. Ouais, ça doit arriver. Ça y est. Donc, c'est un outil pratique qui est destiné, le PGDH, il est destiné à la fois à l'agriculteur, mais c'est aussi un outil pour que le technicien et l'agriculteur puissent avoir un sujet de discussion, un sujet d'échange autour du projet de la valorisation des haies. Première partie, on vous disait, c'est un état des lieux. Elles sont où mes haies? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment elles produisent? Qu'est-ce que j'ai comme enjeu lié à la biodiversité, lié au stockage de carbone? Ce qui est un enjeu lié à la sénescence aussi. C'est-à-dire que là, j'ai une haie vieillissante, les arbres dépérissent, il serait temps de faire des coupes régénératives. Et c'est là qu'intervient la deuxième partie, les programmes de travaux, les opérations de coupe. Ça permet de dire à l'exploitant, c'est bien d'intervenir sur cette haie, puis sur celle-là, en priorité, avant d'intervenir sur celle-là où il n'y a pas d'enjeu prioritaire. Ça veut dire que ce PGDH, il va permettre à l'exploitant de répartir ses interventions dans tout le linéaire et pas seulement sur les haies qu'il y a proche de l'outil de l'exploitation. Parce qu'on peut avoir cette tendance-là d'intervenir un petit peu de manière régulière sur les haies qui sont facilement accessibles, qui sont autour de la ferme, parce que c'est celles qu'on voit tous les jours. En revanche, celle qui est dans le fond du vallon, là-bas au bout, on y intervient moins. Et du coup, c'est celle-là qui est sénescente et qui va petit à petit disparaître. Donc voilà, ça permet avec ce plan de gestion d'avoir vraiment un suivi fin de l'ensemble de ce que l'on a comme haie. Et puis ensuite, diapo suivante. Euh, Ouais. Ce PGDH, il est appropriable par l'agriculteur. Ce n'est pas seulement l'outil du technicien, c'est aussi quelque chose que va avoir l'agriculteur dans ses mains, soit à travers un document papier, soit à travers l'accès à une application qui permet de voir en direct les plans des linéaires de haies de l'exploitation, que vous voyez sur le petit schéma là, avec les enjeux qui sont identifiés, des enjeux liés à des enjeux de biodiversité, mais aussi là on voit quelles sont les interfaces de mes haies. Est-ce qu'elles touchent plutôt des parcelles de prairies permanentes, de prairies temporaires, de cultures? Est-ce qu'elles longent une voie? Est-ce qu'elles longent une rivière? Tous ces éléments-là qui sont intéressants pour savoir prioriser les interventions. Derrière, donc, on a la description qualitative, donc la qualité de la haie en termes de fonctionnalité sur qu'est-ce qu'il y a dedans en termes de biodiversité, capacité d'accueil, donc les enjeux qui sont liés à la connexion de la haie avec des espaces forestiers ou avec d'autres haies, ce qui permet d'améliorer ces critères-là liés à la biodiversité. Et puis, ensuite, on a ce qui est super important pour le gestionnaire quand il va devoir mettre en œuvre des travaux. On a ces codes couleurs, rouge, jaune, vert. Sur les linéaires de haies marqués en rouge, l'agriculteur sait que c'est sur ces haies-là qu'il faudra intervenir à travers une coupe lors de la prochaine intervention. Donc, ça lui permet de voir directement sur le schéma, sur la carte, que c'est sur les haies en rouge qu'il devra intervenir prioritairement l'hiver suivant. Inversement, les haies en vert, elles sont bien, elles sont en bon état, donc ce n'est pas encore pertinent d'aller sur celles-là pour faire des coupes. On peut encore les laisser s'accroître. Voilà. Donc l'agriculteur, une fois qu'il fait ses travaux, il met à jour son PGDH et les lignes qui étaient en rouge deviennent vertes puisqu'il aura fait les travaux d'inventaire. Le guide de préconisation de gestion durable des haies, donc c'est un véritable trésor. Je vous invite vraiment à aller vous le procurer tout de suite. On va vous mettre le lien de téléchargement dans le chat.
vous y retrouverez, c'est la première fois hein, que ça existe, un tel guide sur pourquoi et comment faire de la coupe régénérative, comment bien recéper, comment bien élaguer, toutes ces questions avec un argument scientifique, des schémas explicatifs et pédagogiques que vous pouvez d'ailleurs, si vous êtes technicien, réutiliser dans vos interventions. Euh, euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous saisir de ces outils-là qui sont une mine d'informations et qui sont la base un petit peu de la gestion durable. Euh, voilà, on peut passer à la suite. Donc voilà, le guide est détaillé. Alors, il faut avoir quand même un certain niveau de connaissance pour ce guide, c'est-à-dire qu'on va intervenir à travers des types de haies, des typologies. Donc notamment si c'est une CP, si c'est un OG. Donc ça, c'est des termes que vous devez un petit peu appréhender et bien connaître pour pouvoir rentrer pleinement dans le guide. Mais vous avez toutes les ressources pour le faire. Dernier outil que je vais vous présenter, c'est le label HAIE. C'est un outil de certification. C'est un label qui est fait donc, pour préserver et valoriser les haies. Donc c'est un outil qui n'est pas nécessairement à déployer vers tous les agriculteurs. En revanche, quand il y a une filière de valorisation, c'est important. Ça simplifie la communication pour savoir si l'agriculteur en question gère bien durablement ses haies. Parce qu'on dit souvent le bois, c'est une ressource durable. Oui, s'il est géré durablement. Sinon, c'est pas durable. Donc, c'est important de rappeler ça dans notre approche, de dire c'est bon, c'est du bois, c'est durable. Non, il faut voir la gestion qu'il y a eu de ce bois avant de dire si c'est durable ou pas. Donc voilà, nous, ce que garantit le label haie, c'est des haies en bon état écologique et à la maille fonctionnelle. Donc ça, maintenant, vous savez ce que c'est ce que David vient de vous présenter. Et c'est du bois issu d'une filière durable, locale et éthique. Oui, parce que le label, il repose sur deux cahiers des charges. Un cahier des charges lié à la gestion, comment on coupe et on entretient bien les haies, et un cahier des charges lié à la distribution. Donc la distribution du bois doit se faire aussi de manière locale et durable, à raison d'1 km par mètre cube de bois. On verra ça juste après. Voilà. Passer à la suite, je vais vous montrer quelques indicateurs du label. Donc, oui, revenir là-dessus. Donc, vous reconnaissez le petit triptyque qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Si on veut une haie qui soit en bon état écologique, et qui a beaucoup de services, il faut alors qu'elle soit gérée durablement. Donc ça, je pense que vous l'avez compris maintenant. Donc ce label, on a trois leviers. Hein, Pardon, je reviens. j'allais quand même détailler les leviers parce que c'est important pour comprendre. C'est à la fois d'améliorer les pratiques de gestion et de mettre en place ce que sont les bonnes pratiques de gestion durable. Ça permet derrière de proposer une meilleure valorisation économique des produits de la haie. Et puis enfin, ça remet, ce que je disais tout à l'heure en introduction, ça remet le gestionnaire, c'est-à-dire l'agriculteur ou l'agricultrice, au cœur de la question de l'arbre et de la haie, et ça renforce la valeur sociale et environnementale de l'agriculteur dans ce travail autour des haies. Voilà. Donc le label, voilà un petit peu une matrice dans le tableau qui suit avec plusieurs approches. Il faut comprendre que le label, il est en fonction du type d'entrée. Donc, première colonne, on va intervenir différemment en fonction de si c'est une CP d'arbustes, d'arbres, de hogets, mais aussi en fonction des échelles. Il y a certains indicateurs qui vont être évalués au niveau de l'individu, c'est-à-dire de l'arbre, de l'arbuste, mais aussi au niveau de la haie ou carrément au niveau de l'échelle d'exploitation, voire du territoire. On verra que ce label est progressif à travers 3 niveaux. Un niveau 1 dans lequel on s'engage, et puis ensuite, il faut aller vers le niveau 3. Et puis, il y a plusieurs enjeux, qui sont un peu tous les enjeux qu'on a vus justement. Il y a deux approches qui vont. Il y a une approche de libre évolution, où l'agriculteur n'intervient pas forcément sur les haies, mais laisse l'espace suffisant à son développement. Et puis, il y a une approche de gestion sylvicole, à travers des coupes qu'on appelle régénératives, des coupes de renouvellement. Voilà, on peut avancer pour vous montrer concrètement des exemples d'indicateurs. Voilà, par exemple, sur la gauche, des coupes de gestion sylvicole qu'on ne considère pas comme étant durables. Pourquoi? Parce que les coupes sont
Vous voyez, il y a une marche là sur la photo de gauche, il y a un endroit où c'est déchiqueté, vous avez des arbres qui ont été éclatés au niveau de la coupe jusque dans les racines. Ça veut dire que là, les arbres, ils sont absolument en incapacité de reprendre sur pied. Là, vous avez des exemples de haies qui sont totalement pillées et massacrées. À l'inverse, à droite, vous avez des haies qui sont coupées, mais qui sont coupées de manière à ce que derrière, le végétal puisse reprendre. Et donc sur les images, là, on voit du châtaignier et du noisetier qui sont recépés. Ces méthodes de coupe permettent derrière d'avoir une reprise du végétal qui va beaucoup plus vite que si on avait planté, replanté un noisetier ou un châtaignier. Donc non seulement ça va plus vite, mais en plus ça demande moins de travaux. Ça va plus vite pour le végétal pour se reconstituer parce qu'il dispose déjà d'un système racinaire. Et, et donc voilà, on insiste sur le fait que ces méthodes-là sont vraiment durables et favorisent la production de biomasse. Autre exemple, sur l'entretien d'emprise, vous avez à gauche des entretiens qui sont dégradants. Hein, vous avez là des photos de cépées de noisetiers qui sont comment dire, taillés à l'oblique avec des lamiers en bord de route. Ça, c'est des choses qui ne respectent pas la physionomie de l'arbre, qui ne respectent pas le cycle d'accroissement et qui vont déstructurer et favoriser le vieillissement de l'arbre. À l'inverse, ce qu'on va autoriser dans le cadre du label, c'est des coupes d'entretien d'emprise qui vont se faire sur des brins de pousse de l'année ou sur des brins qui font moins de 2 cm de diamètre et qui ne vont pas impacter la survie de l'arbre. Voilà. Passer à la suite. Donc, je vous disais tout à l'heure que le label A, il est progressif à travers 3 niveaux. On s'engage dans le label à travers un diagnostic. D'ailleurs, pour les agriculteurs, les agricultrices qui nous écoutent, il y a la possibilité de faire ce diagnostic directement, une auto-évaluation directement en ligne sur le site internet du label A. Et puis ensuite, on a un engagement où on respecte les indicateurs de niveau 1, puis de niveau 2, puis de niveau 3. Au bout de 10 ans, il faut avoir atteint le niveau 3. Voilà, on peut passer à la suite. Vous dire un petit peu les chiffres d'engagement dans le label. Aujourd'hui, on est de l'ordre, on est un peu plus maintenant, mais on est plus de 500 gestionnaires qui sont certifiés. On a ce qu'on appelle des OCG, c'est-à-dire des organismes, des organisations collectives de gestionnaires qui permettent de travailler sur des dynamiques de territoire et d'entraide entre gestionnaires qui permettent d'aller plus vite dans les niveaux. Et donc, on a des perspectives d'accroissement assez forts et qui pourraient d'ailleurs être beaucoup plus forts si on a, avec ce bonus A à 20 € dont je vous ai parlé en introduction. Voilà. On peut aller par la suite. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez voir comment ça se passe sur votre territoire, n'hésitez pas. Donc, il y a des référents régionaux, label A, dans votre région, qui peuvent vous aider, vous accompagner, vous expliquer quelles sont les démarches. Et puis, on a déjà en France plus de 100 personnes qui sont en capacité de faire des audits label A, c'est-à-dire d'aller voir un agriculteur pour faire un diagnostic, un pré-diagnostic, pour savoir où on se situe et comment faire pour aller plus loin. Voilà, je crois que j'en ai fini. Ouais, merci Maxence. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer directement au témoignage de Christophe. On va pouvoir visionner et écouter son témoignage qui permettra d'illustrer à la fois les apports de David, mais aussi tout ce que Maxence là, a pu vous présenter, illustrer comment ça peut se mettre concrètement en place sur le terrain pour un agriculteur. Et on prendra bien sûr un petit temps d'échange après ce témoignage. Juste le temps. Donc je me présente Christophe Mélier. Déjà, je voulais m'excuser de la modification là, de mon intervention, voilà, pour des raisons personnelles. Voilà, je vous remercie de votre compréhension. Voilà, je suis paysan et membre actif d'une association qui se nomme Carabé Canopé.
Voilà, c'est une association qui regroupe des paysannes et des paysans, ainsi que des structures et organisations locales du type collectivité, les associations, des citoyens engagés, et puis différents acteurs de la société civile. Voilà, ensemble, eh ben, on s'est retrouvés pour travailler et dans l'intention de faire la promotion et la valorisation de la haie, puisqu'on reconnaît tous tous les nombreux avantages qu'elle apporte, à la fois concernant les services écologiques, mais aussi sur le secteur économique, tout autant dans nos fermes que sur le territoire dans lequel on vit. Voilà. Carabé Canopé apporte aussi un projet de paiement pour services environnementaux, donc qui s'intitule aussi PSE. Voilà, c'est un dispositif qui vise à rémunérer des pratiques écologiques bénéfiques en ce qui nous concerne sur la bonne gestion des haies sur nos fermes, et du coup en lien avec les entreprises de notre territoire à proximité. Mais voilà, après l'idée c'est d'ouvrir vraiment à un plus large public, et puis à essaimer cette dynamique. Voilà, pour nous, c'est une reconnaissance économique qui valorise tous les efforts et les investissements qu'on met à la préservation et l'entretien des haies. Voilà, c'est quelque chose qui nous paraît hyper essentiel. Et pour tout ça, voilà, on a suivi nombre de formations auprès de structures telles que la Fédération des chasseurs, des collectifs comme CVB 35, pardon, mais également voilà, des associations naturalistes, etc. En bref, maintenant, j'ai envie de présenter ma ferme. Donc, ma ferme, c'est une ferme laitière, voilà, conduite en système herbagé autonome. L'idée, c'est de faire pâturer au maximum ma cinquantaine de vaches, et d'où voilà l'importance de la haie sur ma ferme. Je valorise ou je vends mon lait en circuit long, donc chez Biolait. Voilà, ma ferme se situe dans une région, donc sur la commune de Essé, donc au sud-est du département du 35. Donc, il faut savoir que c'est une commune qui a été une des premières communes qui a été remembrée en Ille-et-Vilaine, où les haies ont disparu dans les années 60, et on voit un paysage hyper ouvert, et tout ça dans les intentions de développer l'agriculture et la mécanisation. Donc, force est de constater que ça a fonctionné. Mais aujourd'hui, voilà, moi, je me suis installé en 2008. Ouais, ça fait 16-17 ans. Et je me suis rendu compte qu'on est arrivé aux limites de ce système d'hypermécanisation, d'automatisation. Effectivement, ça a eu bon sens pour développer l'agriculture dans ces années-là. Aujourd'hui, voilà, c'est la disparition des haies. On ressent tout de suite on ressent aujourd'hui en tout cas les conséquences assez dramatiques concernant l'érosion du sol, que sur la qualité de l'eau, que dans le paysage. Et ça, je m'en suis rendu compte par les différentes formations que j'ai pu faire avec les différents collègues, et notamment sur ce travail de création de l'association de Carabé Canopé, qui a été du coup bien accompagné par Tram. Voilà, et j'en remercie beaucoup cette initiative, puisque voilà, ça m'a permis aujourd'hui de prendre conscience de l'intérêt de replanter des haies, chose que j'ai fait
depuis les années 2012-2013. Donc, ça fait voilà, une dizaine d'années que j'ai commencé à planter. Donc, dans un premier temps, essayer de refaire le tour de l'ensemble de mes parcelles. Et voilà, aujourd'hui, quand je suis arrivé à peu près à 7-8 km de linéaire de haies sur ma ferme, quand j'étais à 2-3 km lors de mon installation. Et clairement, voilà, là, les haies sont bien parties. Et aujourd'hui, voilà, il y a une nécessité aussi de travailler sur la bonne gestion de ces haies-là. La bonne gestion et du coup voilà, les différentes valorisations qu'on peut en faire. Et c'est véritablement ça qui m'a motivé à replanter. Parce que voilà, on est tous concernés par cette urgence environnementale. Donc voilà, il était vraiment nécessaire de refonder un maillage bocager et tant dans mon système de la ferme où les animaux passent beaucoup de temps dehors. Et clairement, voilà, ça protège les sols, ça a aussi un impact sur le rendement de ma pousse d'herbe, puisqu'elle est protégée, sur les animaux, en créant tout ça un environnement favorable et résilient qui me permettent aussi, en plus de recréer de la biodiversité qui avait complètement disparu, quoi. Je vous avoue que encore là, la saison, je vais chercher mes animaux qui passent la nuit dehors et au matin d'entendre les petits oiseaux ou de voir les différents gibiers qui s'y baladent. Et voilà, ça me donne sens aussi à l'intérêt d'avoir replanté et aujourd'hui d'avoir lancé cette dynamique de bonne gestion de la haie via l'assaut Carabée Canopée. Donc, voilà, c'est aussi là où l'intérêt aussi de travailler en collectif sur cette question-là. Pour moi, c'était une vraie richesse, clairement, puisque voilà, on a pu découvrir, moi j'ai pu découvrir les nombreux aspects de la gestion, de la valorisation de la haie, et que voilà, j'avais pas acquis ni en formation scolaire, ni au début de mon installation, ou à mon projet d'installation, puisque voilà, ça faisait pas partie des priorités, et a priori, ça ne le fait toujours pas. Donc, pour moi, c'est quand même une question forte à soulever, et d'où l'intérêt de soutenir ce genre de collectif. Voilà. Parce que voilà, c'est des formations sur les bonnes pratiques, mais sur la taille, sur l'entretien. Et c'est vraiment une marmite d'informations et d'échanges, de partage, et qui est hyper enrichissant. Et moi, qui me permet de m'approprier voilà, la gestion de la haie, mais sur une vision globale, pas que sur un thème bien précis. Voilà, la haie, chez moi, est un pilier sur ma ferme. C'est vraiment, voilà, ça rentre pleinement dans mon système de production. Donc, voilà, elles ont beaucoup d'avantages, comme je vous l'ai dit, sur la protection voilà, de mes animaux pour faire des abris, puisque ça me permet de pouvoir m'assurer que mes animaux soient dans un environnement plutôt sain. Et aussi, voilà, ma ferme a évolué d'un système plutôt productiviste à mon installation, à ce système plutôt résilient aujourd'hui. Et clairement, sans rien regretter, mais clairement, si pour les jeunes de demain ou les personnes qui souhaitent s'installer sur des systèmes de ce type, savoir que la présence des haies peuvent aussi permettre de limiter des investissements de bâtiments ou de fosses, voilà, de stockage des fluents,
puisque à partir du moment où nos animaux peuvent passer un maximum de temps à l'extérieur, voilà, pour moi, c'est quelque chose d'assez essentiel et hyper valorisant, quoi, de se dire, bon, voilà, on peut s'installer sans trop investir dans du lourd en bâtiment, etc., quoi. Et du coup, voilà, ça permet d'avoir des fermes aussi beaucoup plus résilientes et moins vulnérables et moins vulnérables au risque économique, quoi. Et pour tout ça, voilà, c'est nécessaire aussi de savoir bien les gérer. Et c'est à ce moment-là, lors de nos différents échanges, qu'on s'est rapproché du label A, qui au début, pour ma part, était senti comme étant quelque chose d'élitiste ou difficile à cerner et à maîtriser. Et voilà, on a échangé et on s'est je me suis rendu compte, mais aussi en discutant avec les collègues de Carabé Canopé, que voilà, c'était pas du tout aussi élitiste et aussi rigide, mais avec des exigences quand même qui sont hyper importantes. Et du coup, voilà, c'était nécessaire de suivre aussi des règles et de savoir que il est important de bien gérer avec des bonnes formes de taille. Et du coup, voilà, comprendre que ce label était un véritable outil pour justement avoir des bons repères et structurer voilà, toute cette gestion de la haie. Et aujourd'hui, voilà, ça me permet d'intervenir pour que mes haies soient véritablement fonctionnelles et puis qui apportent un bénéfice aussi écologique sur ma ferme et sur le territoire. Et puis derrière, voilà, ça peut permettre aussi, pour moi, ce n'est pas le cas en tant que tel, puisque mes haies sont trop jeunes, mais en tout cas, voilà, il y a quand même une plus-value qui est apportée à la commercialisation ou à la valorisation du bois, pour ceux qui veulent faire du bois déchiqueté ou ce genre de choses, en lien avec l'assaut, la CBB 35 dans mon coin, quoi. Et aujourd'hui, voilà, c'est clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la haie est quand même devenue un véritable pilier essentiel dans mon système de production. Et voilà, elle soutient pleinement mon système herbager en créant cet environnement stable et en apportant ces services écologiques précieux. La haie est pour moi un véritable investissement. Je trouve que voilà, ça m'a permis aussi aujourd'hui, comme je vous ai dit, de limiter mes investissements et de faire pâturer au maximum mes animaux dehors le plus longtemps possible et ce qui me permet de réduire l'ensemble de mes coûts de production et forcément que ça se répercute sur le côté comptable aussi, quoi. Donc, je vais conclure en vous disant que les haies sur ma ferme représentent bien plus qu'un simple aménagement paysager. Elles sont pour moi une ressource, un pilier écologique et économique qui rend mon système de production durable et beaucoup plus résilient. J'espère maintenant que voilà, mon témoignage pourra encourager voilà, d'autres paysans, paysannes à se lancer dans cette dynamique de gestion de la haie parce que voilà, c'est clair, elles offrent des bénéfices concrets parce que voilà, c'est véritablement du visuel, c'est quelque chose qui existe et dont on maîtrise voilà, la ressource.
Et donc, voilà, ça apporte vraiment des bénéfices concrets et qui permettent voilà, d'enrichir nos fermes sur tous les plans. Voilà, donc eh ben, je suis encore désolé de cette modalité d'intervention. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Et je vous remercie de votre écoute. Sandra pourra peut-être répondre à certaines questions et Samuel Dugas, qui peut peut-être être présent, arrivera peut-être aussi à répondre à certaines questions. Et en tout cas, voilà, je reste à disposition en after pour voilà, différentes sollicitations. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une belle fin de réunion et une belle journée. Hop. Voilà pour le témoignage de Christophe. Alors, vous verrez quand vous recevrez les présentations, on avait préparé quelques slides que Christophe souhaitait vous partager. Donc là, je ne vais pas les dérouler, mais vous retrouverez les quelques chiffres clés sur son exploitation, quelques photos aussi qui illustrent toutes les plantations qu'il a réalisées depuis 2012 et bien sûr tout cet engagement autour du collectif qui lui a permis de s'approprier la gestion durable et la question du label haie. Voilà, et puis quelques infos sur Carab et Canopée. Alors, je vois l'heure qui défile, il est 12h17. Je ne sais pas si Anne-Gaëlle, il y avait quelques questions dans le chat, que ce soit pour Christophe ou pour l'intervention précédente de Maxence. Il y On en peut avait peut-être en prendre 3, une ou mais deux. en Il y en fait, avait pas. Maxence et toi avez répondu aux questions directement dans le chat. Donc là, j'invite plutôt peut-être s'il y a des questions à l'oral, voilà, d'une ou Ok. deux personnes pour les poser. Alors, je vois rien du tout, hein. Donc, s'il y a une main qui se lève, s'il y a quelque chose, je vous fais Écoute, je vois personne confiance. qui s'agite. Sur Ok, la question super. du... Moi, ce que je vous propose... Attends, il y a Pardon. Maxence qui voulait rebondir. non, je j'allais pense, sur juste la te question. dire, sur la question du bonus haie, j'en ai parlé parce que c'est l'actualité brûlante. En revanche, à part vous annoncer qu'il y a eu cette annonce, on n'a pas trop d'éléments supplémentaires. Donc c'est vrai que pour l'instant, bon, on sait que ça va être un levier fort, mais et vraiment c'est un levier qui peut être considérable. En revanche, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. On sait, on ne sait pas trop ce qu'il y a comme condition pour que l'agriculteur puisse cocher bonus haie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut qu'il ait fait? Tout ça, on ne le sait pas encore. Donc, je pense que le ministère de l'Agriculture le MASAF, va revenir vers nous, vers les territoires, pour nous détailler davantage ce qu'il y a derrière cette mesure, quoi. Ok. Voilà, c'est Merci, juste pour rassurer tout le Maxence. monde, il n'y a pas d'infos de plus, quoi. Ouais. Ce que je voulais proposer, c'est Karine, si tu es derrière ton écran, je ne sais pas si tu souhaiterais dire un petit mot pour compléter le témoignage de Christophe. Donc Karine, qui est agricultrice à Piré-sur-Sèche, également engagée dans le label haie. Voilà. C'est pas facile, hein, si je te ce n'est demande de que rebondir. ouais, non, si ce n'est que il peut y avoir une bonne volonté des agriculteurs qui retrouvent l'intérêt de la haie via ses fonctionnalités du couteau suisse à planter. Cela dit, c'est quand même un engagement de tous, c'est un soutien de tous. Donc, on avait la partie État à travers la PAC. On a développé le PSE pour aller trouver de l'intérêt, expliquer notre démarche et avoir du financement auprès des entreprises. Ce n'est pas tâche facile. Je trouve que la présentation a peut-être embelli la réalité, puisqu'à ce jour, tout est au point et OK écrit au niveau de Carab et Canopée, et que malgré tout, on n'a pas encore contractualisé avec des entreprises pour avoir des euros sonnants et trébuchants à retomber à l'association et aux agriculteurs engagés pour ces efforts et cette volonté de planter des arbres, quoi. De planter et d'entretenir, voilà, selon les modalités du label haie. Voilà ce que je voulais rajouter. Durant l'intervention, j'ai eu un coup de fil qui me disait que en ce moment, il y a des travaux d'entretien, pas d'entretien, mais juste de fauche des abords, enfin pas des abords, des routes
des chemins communaux. Et ben voilà, les employés communaux viennent de nous mettre une haie par terre, une petite haie plantée de 2 ans qui est anéantie. Donc, c'est en ça que je dis que c'est l'affaire de tous. Il peut y avoir de la bonne volonté d'un côté, des structures qui mettent des choses en place. La réalité fait qu'aujourd'hui, j'ai 400 mètres de haies qui n'existent plus. À une demi-heure près, là, je ne pouvais pas vous le dire il y a 1 heure. Donc ça, c'est la réalité du terrain. Et ça peut parfois mettre un peu, remettre un peu les motivations, les convictions, à les considérer différemment, quoi. Voilà, c'est vraiment du live. Là, Sandra, tu t'attendais C'est certainement parfait, pas Karine, une merci. réaction. Ouais, merci. Mais voilà aussi la réalité du terrain, quoi. Hein, la plantation, l'entretien, le travail, le démarchage, enfin tout ça, c'est quand même lourd aussi à mettre en place, quoi. Voilà. En fait, j'aurais pu te laisser faire la conclusion, tu vois, Karine, et faire le teasing pour le webinaire à venir, puisque ma conclusion, c'était effectivement, doit-on laisser les agriculteurs supporter seuls cette responsabilité, en fait, quand on voit là tout ce qui a été présenté, que là, finalement, c'est une affaire collective. On a bien vu, elle cochait toutes les cases pour répondre quasiment à tous les enjeux actuels et qu'elle apportait des bénéfices à la fois aux agriculteurs, mais aussi à l'ensemble de la société. Et moi, j'ai envie même de dire que c'est potentiellement un véritable enjeu de santé publique. En tout cas, ça peut y répondre, car elle peut contribuer à transformer aussi nos modèles agricoles. On l'a vu à travers le témoignage de Christophe, qui l'a intégré pleinement dans son modèle agricole. Et la manière de produire finalement les aliments, ça peut être une porte d'entrée, tout en préservant une ressource essentielle aussi qu'on a évoquée, je pense, au tout début, David, mais on n'a pas creusé, qui est l'eau potable. Voilà, enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements aussi autour de l'eau potable et sa qualité. Et comme tu le rappelles, Karine, et finalement, on l'a peu évoqué ce matin, on ne l'a pas chiffré, mais la mise en place de ces pratiques de gestion durable, ça nécessite du temps, de la formation, de l'investissement. Et sans valorisation économique, finalement, il reste difficile pour beaucoup d'agriculteurs, même certains convaincus, de franchir le pas. Donc ce sujet crucial, voilà, c'est là le petit teasing, sera au cœur de notre prochain rendez-vous le 19 décembre. Lors du 2e webinaire qui sera dédié cette fois-ci aux différentes formes de valorisation de la haie. Alors de la valorisation classique, on va dire entre guillemets bois, jusqu'à ces questions de services environnementaux, etc. On essaiera d'aborder les différentes formes. Donc ne manquez pas cette occasion de poursuivre la réflexion avec nous.